amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau update lecture du mois du coup de mars. On va parler des livres que j'ai lus donc le mois dernier. J'ai 13 livres à vous présenter aujourd'hui, mais on va surtout parler de pas mal de graphiques et d'ailleurs on va commencer par ça parce que j'ai lu pas mal de webtoons notamment, donc voilà, et puis j'ai lu quand même pas mal de livres mais on en parle après. Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste faire une petite parenthèse parce qu'en fait j'organise en ce moment un concours avec Editis, à savoir lisez donc les groupes Pocket Jeunesse, Collection R, les éditions 10-18 etc etc, et en fait je fais gagner en partenariat avec Lisez du coup 2 lots de livres vampiriques. C'est moi qui ai choisi les livres. Vous avez du coup 4 livres à remporter. Si vous êtes intéressé pour gagner des livres, n'hésitez pas à cliquer dans la barre d'infos, vous verrez toutes les informations et en fait il faut participer, c'est un formulaire juste à remplir, il n'y a aucune condition de participation si ce n'est que il faut vivre en France, voilà tout simplement. Le mieux c'est que vous soyez aussi abonné autant à moi que aux maisons d'édition qui participent à ce concours, mais bon après il n'y a pas d'obligation à ça. Le but c'est surtout de vous faire plaisir, voilà, j'espère que en tout cas ce but est atteint, voilà, que vous êtes contents. Le concours aura lieu jusqu'au samedi 15 avril inclus et le tirage au sort se fera fin avril pour une réception des lots au mois de mai. Voilà, donc il y a 4 livres avec le thème vampire, donc si jamais vous êtes intéressés, en barre d'infos les amis. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas du coup à me mettre un petit like, ça me fera chaud au cœur et ça permettra de soutenir la vidéo ainsi que la chaîne. Vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire en me précisant quels sont les livres que vous avez lus au mois de mars, si vous avez lu aussi pas mal de graphiques ou si vous avez plus été voilà, dans les livres classiques, hein, j'ai envie de dire. Et bien sûr, si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à me laisser un emoji pour me soutenir, ça me fera très chaud au cœur aussi. Je vous invite à me mettre vos plus beaux emojis de poisson parce que je sais pas, j'ai envie de poisson, j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de mer en ce moment, d'océan, ne me demandez pas pourquoi, donc vos plus beaux emojis de poisson dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Et bien sûr, pensez bien à être abonné à la chaîne, on approche du cap incroyable des 6000 abonnés, donc encore une fois merci à vous. Pas plus de blabla du coup les amis, on commence directement donc avec les graphiques comme je vous l'ai dit. J'en ai lu pas mal parce qu'en fait avec la préparation de mon concours qui arrive fin avril, c'est vrai que j'ai plus été tentée par des graphiques qui sont des lectures qui prennent pas trop de temps et qui m'ont vachement aidé en fait à me déstresser, donc j'ai lu pas mal de BD, de graphiques, de webtoons, bref vous allez voir. Je commence tout de suite par le premier, à savoir le tome 1 de Seule la mort attend la vilaine de Suol et basé sur une histoire originale de Gwon Gye-wol. J'espère que je le dis bien. C'est Kotun du coup qui a édité cette BD et ce premier tome pour moi est un coup de cœur, vraiment un sans faute. J'ai adoré ce premier tome. Nous allons suivre dans cette histoire Pénélope qui est donc cette jeune femme aux cheveux roses qui en fait est normalement la méchante d'un jeu vidéo si vous voulez, et en fait notre héroïne va s'endormir un jour en jouant au jeu vidéo et elle va se retrouver dans la peau de Pénélope, et Pénélope pour survivre c'est compliqué pour elle parce que personne ne l'aime. En fait c'est la fille adoptive d'un duc, le duc l'a recueillie parce qu'elle avait les cheveux roses comme sa fille et sa fille en fait est morte et du coup elle rappelle en fait l'existence de la vraie fille du duc alors qu'elle n'est pas cette fille du duc, et en fait dans les jeux vidéo c'est une vraie peste, en fait c'est vraiment la méchante de base, et du coup notre héroïne qui renaît en fait dans le corps de Pénélope va devoir tout faire pour ne pas mourir, sauf qu'en fait tout le monde veut sa mort. C'est très cocasse, c'est vraiment très bien fait. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie où il y a quand même un truc de jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en fait le but c'est que les protagonistes principaux masculins ne la tuent pas, et du coup juste au-dessus de leur tête en fait il y a le pourcentage d'affection qu'ils portent à Pénélope, et si on arrive dans le négatif elle peut mourir, sauf qu'en fait le jeu commence et ils sont tous à 0, donc il y en a un d'ailleurs où c'est dans le négatif, mais voilà, si elle fait un faux pas elle peut mourir, donc c'est vraiment hyper chaud. Et en fait elle se retrouve dans des situations hyper cocasses. J'aime beaucoup ce premier tome, je ne vais pas vous mentir, j'ai tellement aimé d'ailleurs que j'ai été lire la suite. Je vais pas vous mentir, je sais plus sur quelle plateforme j'ai été lire la suite. Il faut savoir que pour le moment elle est pas terminée cette BD, et du coup je suis à jour mais sur la plateforme, mais pour autant j'achèterai quand même tous les tomes parce que j'aime beaucoup cette histoire. Même sur la plateforme vraiment j'ai passé un super moment et je l'ai dévoré, donc j'adore. J'ai aussi lu les 3 premiers tomes de The Abandoned Unpress de Ina, qui est sorti cette fois chez K-Books. Donc vous avez le premier tome comme ceci,
le deuxième tome et le troisième et dernier tome qui est sorti, mais ça va être une saga relativement longue parce que sur la plateforme où il est en ligne, je crois qu'il y a 140 épisodes ou 145 épisodes, donc plutôt long. Je pense qu'il va faire au moins 10 tomes, ça c'est sûr. Alors j'aime beaucoup cette histoire. On va suivre l'histoire de Aristia qui est notre héroïne juste ici, et en fait elle a grandi pour épouser le prince et devenir en fait l'impératrice, et voilà, ça a été son destin, et elle était amoureuse, complètement amoureuse en fait du prince d'ailleurs, sauf que il va y avoir un retournement de situation dans son histoire parce qu'en fait il y a une jeune femme qui s'appelle June et qui va apparaître et qui va être finalement la grande amoureuse du prince et qui va être sa chair est tendre, etc., etc. Et du coup, Aristia va être la pestiférée du prince, enfin du roi, de l'empereur, et elle va être d'ailleurs condamnée à mort pour des choses qu'elle n'a pas commises, mais elle va se réveiller, je crois, 7 ou 8 ans auparavant, donc quand elle est petite fille, et du coup elle va tout faire pour essayer de changer son destin et pour ne pas finir décapitée par l'empereur, qu'elle va d'ailleurs gentiment éviter. Alors elle est déjà à l'époque fiancée à lui, mais elle veut tout faire en fait pour s'affranchir de l'empereur et du coup être l'héritière de sa famille, parce que je crois que c'est une duchesse ou une marquise ou quelque chose comme ça. Et du coup elle veut devenir l'héritière de son père d'ailleurs, avec qui elle a une relation très très fusionnelle, et il va y avoir des protagonistes dans cette histoire avec qui on va se demander s'il va y avoir un love interest. Alors pour le moment c'est une petite fille, donc il n'y a pas grand chose. Il y a ce garçon là, je sais plus son nom, mais en gros c'est un intellectuel qui devient le meilleur ami en fait d'Aristia, et on a ce personnage là, je sais plus non plus son nom, qui par contre lui veut devenir chevalier, qui manie l'arme hyper bien, et pareil ça va devenir un de ses amis proches, mais bon les deux sont amoureux d'elle. Je vais pas vous mentir, encore une fois j'ai terminé ce graphique directement sur la plateforme. J'avais beaucoup aimé en fait les premiers tomes, pas au point que ça soit un coup de cœur, mais j'étais quand même curieuse de découvrir la suite et j'avais un peu la flemme d'attendre pour être honnête, donc j'ai été lire la suite directement sur la plateforme où il est disponible, et je l'ai terminé parce que cette BD là est terminée, donc voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le graphique, j'ai bien aimé l'histoire. C'est pas un coup de cœur, c'était une très bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur. Et puis la fin m'a un peu étonnée, donc voilà, c'était une bonne lecture, mais quelques petits regrets sur la fin quand même. Et je vais vous parler ensuite d'un webtoon qui a été un coup de cœur, mais genre vraiment coup de cœur. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un webtoon. Il s'agit du coup de Thunder Heart de Aloha et Johari. Donc là je vous montre les deux premiers tomes parce que c'est les deux premiers tomes qui sont sortis en version papier, mais pareil j'ai tellement aimé l'histoire que je l'ai terminé sur la plateforme où il est disponible parce que l'histoire est terminée, et j'ai vraiment coup de cœur, c'est trop bien. En gros on va suivre l'histoire de Evelina, donc qui est cette jeune femme qui va en fait se réveiller dans un monde magique, mais c'est pas n'importe quel monde magique, c'est le monde qu'elle adorait lire. En fait c'est un de ses romans préférés. Franchement c'est vraiment un fantasme de lectrice, parce que pour moi je me dis, si je me réveillais demain dans le monde de Velaris, comment vous dire, je serai en mode fangirl. Et en fait elle va être une servante de ce jeune homme qui s'appelle Leandro, et en fait qui a une malédiction. Et Leandro dans le livre qu'elle connaît, qu'elle adore d'ailleurs, c'est son personnage favori, sauf qu'il a une fin tragique parce qu'en fait il tombe amoureux d'une jeune femme, mais cette jeune femme n'est pas amoureuse de lui en fait, et il a un rival qui est le prince héritier, et le prince héritier va le tuer en fait tout simplement. Et il a du coup aussi une malédiction, je sais pas si vous voyez sur sa peau, juste ici. Et en fait dans le livre original, dans l'histoire originale, c'est la fille qu'il aime en fait qui lui retire cette malédiction, et en fait il est encore plus amoureux d'elle du coup dû à ça. Et vu qu'il a une fin tragique et que Evelina ça l'énerve, quand elle se réveille dans ce monde et qu'elle voit qu'elle est sa servante, elle va tout faire pour lui alléger en fait son fardeau, pour devenir proche de lui, pour l'aider en fait au quotidien, parce qu'il souffre, il est tout seul, personne ne l'aime, ses parents ne l'aiment pas parce qu'il est maudit en fait, personne ne veut l'approcher parce que tout le monde pense que c'est contagieux, enfin vraiment horrible. Et elle va lui donner de la tendresse, elle va vraiment prendre soin de lui et tout, et finalement il va grandir petit à petit, et voilà il va y avoir une romance entre eux et ça va tout changer. Et j'adore parce qu'il y a beaucoup de situations comiques et tout. Evelina c'est une personnage que j'ai beaucoup aimé suivre. Elle a vraiment la tête posée, les pieds sur terre, elle sait, même si elle est dans un monde de fantasy, voilà, elle sait que c'est pas elle l'héroïne, enfin vous voyez elle prend pas la grosse tête, elle est hyper drôle parce qu'elle est hyper maladroite, il lui arrive plein de trucs, enfin c'est vraiment trop génial. Et vraiment, mais toute l'histoire est vraiment géniale. Je vais acheter tous les tomes de cette saga et je vais me les relire au fur et à mesure à chaque fois parce que j'ai trop aimé. C'est vraiment une saga coup de cœur et je vous la recommande. La romance elle est
incroyable, c'est une slow burn la romance et franchement trop bien. Et c'est pas bizarre parce que je sais que là il est petit garçon quand voilà il commence l'histoire. Evelina et lui en fait ils ont 3 ou 4 ans d'écart je crois, et en fait la romance apparaît bien plus tard. En fait il y a plein de... ça apparaît très tard. C'est vraiment une slow burn et vraiment c'est trop bien et je vous la recommande très chaudement. Et ensuite nous allons parler du dernier graphique que j'ai lu, à savoir The Nice House on the Lake de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno, qui est un premier tome d'une duologie, et on va parler de fin du monde dans cette BD. C'est vraiment très particulier parce qu'en fait on va suivre un gars qui décide d'inviter ses plus vieux amis, et il en invite 10 en fait, et pour voilà une semaine de vacances dans une grande maison style architecte avec un lac, enfin vraiment une maison de rêve, et il les invite en disant faut vraiment pas que vous ratiez cette date là, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, etc. Et en fait il a vraiment sélectionné des personnes, donc c'est plus ou moins un groupe d'amis parce que même si c'est ses amis de différentes époques, ils se connaissent tous plus ou moins grâce à lui en fait. Et du coup ils vont passer donc toute une semaine, sauf que très vite ça va pas très bien se passer parce qu'ils vont vite se rendre compte qu'en fait en dehors de la maison c'est la fin du monde, mais genre vraiment la fin du monde, et qu'en fait leur ami est une entité extraterrestre qui les a sauvés en fait parce qu'il a de l'affection pour eux, et en fait ils peuvent pas du tout quitter la délimitation en fait du lac et de voilà de la maison. Il y a une barrière invisible qui les empêche de partir, mais eux ils veulent absolument partir parce que au-delà du fait que ça soit la fin du monde, ils veulent rejoindre leur famille en fait, et ils n'ont pas choisi de rester en vie ou même de s'enfermer là-dedans. Et du coup va commencer donc leur périple, et on va suivre les 10 points de vue. Alors dans le premier tome on suit 5 points de vue, et du coup dans le deuxième tome je suppose qu'on va suivre les 5 derniers points de vue, et en fait au fur et à mesure des jours qui passent, et bien c'est de plus en plus le caca. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est très psychologique. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, que c'était très bien amené, et on a envie de savoir en fait le dénouement final, on a envie de connaître les raisons de ce gars, pourquoi il les a choisis et pourquoi il les a épargnés et pourquoi c'est la fin du monde. Enfin, voilà, on a plein de questions en tête, et vraiment j'ai trouvé ça très sympa. C'est pas un coup de cœur mais c'est une très bonne lecture, et d'ailleurs j'ai reçu le tome 2 que je vais très certainement lire au mois d'avril. On passe maintenant du coup au livre, et on commence avec une romance puisque j'ai lu le premier tome de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, qui était une lecture vraiment incroyable. J'ai passé un excellent moment de lecture, je pensais pas aimer autant cette new romance, parce que c'est vrai que la romance c'est pas vraiment le genre vers lequel je me tourne, je suis plus dans la romantaisie en fait, mais de temps en temps une romance c'est vrai que ça peut me changer et ça peut me faire du bien, et ça a été le cas sur celle-là, bien qu'elle soit vraiment très lourde et pas forcément à mettre dans les mains de tout le monde parce qu'il y a des sujets quand même assez sensibles. Il y a pas mal de trigger warning en fait dans le roman, notamment tout ce qui est agression sexuelle. Il n'y a pas de scène dedans, mais voilà, nos personnages ont quand même certains moments difficiles dans leur passé en fait, et du coup bon on le comprend assez vite parce que voilà il y a des signes qui ne trompent pas, et nos deux personnages en fait sont à l'opposé l'un de l'autre. On a d'abord donc Riley, qui est une jeune femme qui vit chez sa sœur, qui a peur de beaucoup de choses, qui est vraiment pourvue de beaucoup d'anxiété. En fait, elle ne supporte pas par exemple qu'on la touche, elle ne supporte pas le contact avec les gens, elle est très recluse, très dans son coin, elle porte des vêtements très amples, elle court beaucoup, elle est vraiment très solitaire, si ce n'est voilà, sa famille, mais même sa famille ne peut pas la toucher, en fait elle se braque dès qu'on a un contact physique avec elle. C'est très compliqué en fait pour elle. Et de l'autre côté on a Logan qui lui est une star en fait, c'est un grand acteur d'Hollywood, et il a des problèmes d'addiction, il a beaucoup même de problèmes d'addiction. C'est un personnage qu'au début du roman je trouvais très lourd, vraiment très cliché, voilà, oh mon dieu c'est un pauvre petit acteur, il a beaucoup d'argent et personne ne le comprend, donc du coup eh bien il saute tout ce qui bouge, il se drogue, il boit, et oh là là le pauvre. Et finalement il va être envoyé au vert par son agent parce qu'en fait il fait trop de drama à Hollywood, et donc du coup il va être envoyé chez sa mère, et en fait il s'avère que voilà sa mère c'est là où elle vit, c'est là où Riley vit, en fait c'est le même patelin, et du coup ils vont se rencontrer, et en fait on va se rendre compte de beaucoup de choses. Ils ont tous les deux en fait des histoires beaucoup plus complexes que ceux qu'on pourrait envisager en fait au début du roman, et j'ai adoré l'histoire. Alors au début c'était un peu compliqué, notamment quand je suivais le point de vue de Logan, mais au fur et à mesure du roman je me suis attachée aux personnages, je me suis attachée à leur histoire, je me suis attachée aux interactions qu'il y avait entre eux, et surtout je me suis attachée à leur relation qui est vraiment très forte, qui est très fusionnelle, qui...
déborde d'émotions, qui déborde d'intensité de tous les côtés. En fait, il y a tellement de sentiments entre eux, il y a tellement d'attirance entre eux que ça déborde de tous les côtés et c'est difficilement gérable pour les deux. Et j'ai trouvé que Alicia Garnier prenait les bonnes décisions, elle prenait des risques, elle a un chemin en tête qu'elle prend que je trouve très sain en fait, et j'ai adoré ce côté où on commence en fait dans quelque chose de très toxique pour les personnages, même étant seuls, hein, et en fait tous les deux vont se mettre ensemble et ils vont avoir une certaine évolution, mais ça va pas être assez et voilà, il va se passer des trucs, et j'ai trouvé que les décisions qu'elle prenait étaient sensées en fait, et vraiment ça faisait du bien. Et surtout, c'est pas la romance qui va tout guérir, vous voyez, c'est la romance qui va faire du bien, qui va amener des choses positives, mais elle va pas tout guérir d'un claquement de doigts. Elle va faire progresser, mais il y aura quand même du travail que les deux vont devoir accomplir chacun de leur côté, vous voyez, et ça j'ai trouvé ça vraiment réaliste et vraiment bien mené. J'ai le tome 2 qui est dans ma pile à lire et j'ai du coup très hâte de le lire. J'ai lu en lecture commune avec Aurélie The Witchland, le tome 1 de Suzanne Dinart. Alors quand je vous dis que j'ai lu, pas tellement, parce qu'en fait avec Aurélie on l'a abandonné au bout de 200 pages. Ça a été vraiment une lecture très chaotique. J'ai vraiment pas apprécié cette lecture, au point que je l'ai abandonnée. D'ailleurs c'est mon premier abandon de l'année 2023, donc c'est pour dire, hein, clairement. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée dans ce livre, à savoir qu'en fait l'histoire c'est qu'on va suivre deux sorcières qui ont des pouvoirs un petit peu différents dans un univers particulier, puisque la magie est ouverte, mais voilà, pas forcément, voilà, il y a un peu une chasse aux sorcières quand même, hein, on va le dire, et encore de ce que j'ai compris, parce que l'univers est vraiment très mal exploité. Et les deux sorcières qu'on va suivre sont des adolescentes qui viennent de deux mondes différents d'ailleurs. Il y en a une qui est l'héritière, voilà, je sais plus, d'un duché ou je sais pas quoi, et l'autre demoiselle c'est plus une jeune femme qui a des origines, de ce que j'ai compris, et qui est mal perçue, et du coup les gens qui ont ces origines vivent entre eux dans des clans, enfin vous voyez, c'est très bizarre. Et en fait elles ont des pouvoirs qui font qu'elles vont être sollicitées si jamais leurs pouvoirs sont amenés à être découverts, parce que je crois qu'il y en a une, elle a le pouvoir de Truth Witch, donc à savoir elle détecte la vérité du mensonge, et dans un monde de fantasy où il y a plein de complots, de guerres, de machins et tout, et bien c'est un pouvoir que tout le monde aimerait avoir, voilà. Mais je vous avoue que j'ai pas compris grand chose à l'histoire, parce qu'en fait on est projeté dans le livre directement et il n'y a aucune explication. Vous vous démerdez pour comprendre, et il y a énormément de termes en fait employés, parce que forcément c'est un univers de fantasy et du coup il y a ses propres termes pour expliquer beaucoup de choses, sauf que t'as aucune explication, donc du coup tu ne comprends pas ce qui se passe et tu te débrouilles. Voilà, par exemple je crois qu'il y a un lien qui les unissait entre ces deux jeunes filles qui sont meilleures amies en fait, je crois que c'est sœurs filaires ou quelque chose comme ça, mais t'as pas d'explication globale de ce que ça représente. Est-ce que c'est juste une signification qu'elles se sont données? Est-ce que c'est un pacte? Est-ce que leurs émotions sont liées? Est-ce que c'est juste parce qu'elles sont très amies? Tu sais pas, tu nages dans le flou et dans le doute tout le temps, et c'est hyper fatigant, c'est hyper éreintant. Et puis il y a des scènes vraiment c'est ridicule, notamment les scènes de romance. On sait d'ores et déjà avec qui elles vont terminer, et ça apparaît très tôt en fait, et c'est tout de suite en mode oh il y a une attirance inébranlable entre les deux, et puis oh ils dansent d'un coup et ils ne peuvent pas s'arrêter de se regarder, patati patata et tout, et c'est dès le début en fait, et c'est trop, c'est pas assez bien amené, c'était vraiment plein de clichés aussi. Et pareil, il y a beaucoup en fait de pays différents. Et il n'y a pas de carte. Donc en fait vous savez pas, il y a tellement de pays que c'est hyper compliqué en fait de savoir où on est dans l'histoire. Et d'ailleurs même moi j'ai toujours pas compris où commençait l'histoire, et je sais qu'ils vont voyager mais j'ai pas compris vers où, parce qu'il y a 10 000 pays, il y a 10 000 origines, il y a 10 000 religions, il y a trop de trucs et il y a rien qui t'explique. En fait j'ai eu l'impression très honnêtement d'être plongée plus dans un tome 2 ou dans un tome 3 d'un univers que je connaissais, mais ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs j'ai même eu un doute, je me suis demandé s'il n'y avait pas une trilogie ou une saga avant, un petit peu comme Six of Crows et Grisha, vous voyez, où genre en fait c'est une suite de saga sans que ce soit une suite de saga, mais c'est dans le même univers. Et en fait non, c'est vraiment le premier tome d'une saga, mais il n'y a aucune explication et vous vous débrouillez. Et je trouve que quand vous créez un monde de fantasy comme ça, vous avez quand même intérêt à poser les bases. Je trouve que c'est vraiment le b.a.-ba en fait. Vous créez un monde de fantasy, vous mettez les bases, parce que nous on n'est pas dans la tête de l'autrice, on peut pas comprendre, on peut pas deviner, et ce qui fait que la lecture a été très chaotique, autant pour moi d'ailleurs que pour Aurélie qui a le même avis que moi.
Ça a été une lecture très chaotique et on a vite décidé en fait de l'abandonner parce que on avait beaucoup d'autres livres qui nous tentaient et c'était vraiment beaucoup trop cliché et franchement de mon côté en tout cas je levais plus les yeux au ciel qu'autre chose, je comprenais rien en plus, c'était une succession d'actions qui se passaient mais elles revenaient, enfin vous voyez, elles se séparaient puis finalement elles revenaient et quand elles étaient ensemble elles sont insupportables mais elles se reséparaient pour revenir ensemble, enfin n'importe quoi. Donc on a décidé de l'abandonner, voilà, simplement et purement et malheureusement c'est pas une lecture que je pourrais vous recommander parce que j'ai pas aimé, donc je me suis débarrassée de mon tome d'ailleurs. Du coup avec Aurélie, vu qu'on était quand même très déçus de cette lecture commune qu'on a dû abandonner, on s'est dit eh bien on va lire un autre livre ensemble et du coup on a lu le tome 1 de Nevernight de J. Christophe qui du coup à l'inverse de Witchland a été un énorme coup de cœur. Alors je parlerai pas pour Aurélie mais je pense qu'elle va quand même un peu rejoindre mon avis d'après les messages qu'elle m'a écrits, mais pour moi ça a été un énorme coup de cœur, ça a été une découverte totale, c'est exactement ce que j'aime dans la fantasy. Alors là c'est plus pour moi de la fantasy adulte, c'est pas vraiment de la fantasy young adulte, notamment parce que l'univers est très étoffé, très dense aussi, pour vraiment me mettre dans l'histoire. J'ai mis beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'on se lisait 3 chapitres par jour, ce qui était à peu près 80 pages, 85 pages. Et pour lire 3 chapitres par jour, je mettais 1h30. Pour vous dire à quel point j'ai été vraiment très concentrée, vraiment je voulais être focus sur ce que je lisais. Et il y a tellement d'informations à mémoriser parce que là pour le coup J. Christophe est pas du tout avare de détails, de petites anecdotes croustillantes. D'ailleurs il y a énormément de notes de bas de page qui parfois font tout ça dans les pages en fait, mais c'est hyper intéressant. Alors après vous n'êtes pas obligé de les lire, moi je les lisais parce que je trouvais que ça rajoutait vraiment une dimension en plus dans l'univers et que ça rajoutait une histoire, vraiment un univers tellement riche et tellement développé, j'ai trouvé ça incroyable, la manière dont il a créé Nevernight, la manière dont il a écrit Nevernight, la manière aussi dont il a voulu mettre l'accent sur beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément nécessaires à l'intrigue principale, et je pense que beaucoup d'ailleurs penseront que peut-être il était trop long. Moi c'est pas mon cas parce que moi j'ai vraiment aimé ce côté, je vous donne plein d'informations, que ça soit sur l'histoire, la religion, des anecdotes, parce qu'il y a beaucoup de petites anecdotes sur des rois qui ont vécu, sur de la gastronomie, sur de la religion, sur de la politique, et j'ai trouvé que ça donnait vraiment une certaine réalité en fait au livre et du coup j'étais à fond dedans quoi. C'est une histoire où nous allons suivre en fait Mia qui est une jeune femme qui vit dans la cité de Sepulcra, qui est une cité qui peut être considérée comme la capitale en fait voilà, du monde de fantasy où on est, bien que ça soit plein de contrées différentes. Et c'est une jeune femme qui a tout perdu quand elle avait 10 ans, elle a perdu toute sa famille et elle n'a qu'un seul mot à la bouche: vengeance, mais vraiment vengeance. Et elle va être recueillie en fait par un maître d'armes qui va l'envoyer à l'autre bout du monde pour suivre en fait une formation à l'église rouge, qui est une église d'assassins en fait, et qui est la meilleure formation. On va vous apprendre à créer des poisons, à vous battre, à séduire, à voler, enfin voilà, il y a beaucoup de matières qui sont hyper intéressantes avec des profs absolument géniaux, des personnages incroyables. Et Mia du coup va faire sa formation là-bas, mais pour faire sa formation là-bas il faut le mériter, d'ailleurs il faut trouver d'ailleurs cette académie, c'est ce qui n'est pas du tout évident, et surtout il y a des examens finaux après qui vont déterminer si vous êtes une main ou si vous êtes une lame. Si vous êtes une lame, vous allez pouvoir devenir assassin pour l'église rouge, et si vous êtes une main, eh bien vous allez vous transformer en serviteur pour l'église rouge. L'église rouge, il faut savoir que c'est en fait des adorateurs de la déesse de la nuit, parce qu'en fait dans ce monde là la nuit n'apparaît jamais, elle n'apparaît que quelques fois par an je crois, ou tous les 3 ans, et en fait c'est que des journées sans fin. Et d'ailleurs le dieu le plus puissant dans cet univers, c'est le dieu du soleil qui ne décroît pas du coup, donc vous avez des jours sans nuit, voilà tout simplement. Et Mia d'ailleurs est un personnage que j'ai beaucoup aimé, elle est hyper badass, c'est quelqu'un de profond, oui vraiment elle a beaucoup de profondeur pour une jeune fille de son âge, beaucoup de maturité aussi à cause de tout ce qui lui est arrivé, et j'ai adoré son évolution en fait dans ce premier tome. Elle a un compagnon qui s'appelle Gentilhomme, qui est un chat, enfin qui est un non-chat, parce qu'en fait Mia a le pouvoir de
contrôler plus ou moins les ombres, bien qu'elles soient très peu présentes dans un univers où il fait tout le temps jour bien sûr. D'ailleurs ils disent à l'église rouge qu'elle a été marquée par la déesse de la nuit, donc ça veut dire beaucoup, et vraiment il se passe énormément de choses, c'est plein de rebondissements, plein d'intrigues différentes, et je ne peux que vous recommander cette saga. D'ailleurs le tome 2 je devrais bientôt le lire avec donc Aurélie bien évidemment, et aussi avec ma petite Kimi qui va nous rejoindre pour cette lecture commune, et j'ai vraiment très hâte. C'est une belle pavasse, mais vraiment je vous la recommande. D'ailleurs il faut savoir que cette saga de base je l'ai dans ma pile à lire depuis un moment, mais je l'avais mis dans ma pile à lire grâce à Emeline de la chaîne Perfect Flow, qui est je crois une de ses sagas préférées. Quand elle avait fait son premier update lecture sur ce premier tome qui remonte à peut-être 2020 hein, maintenant, ou même avant, j'étais à fond les ballons et j'avais trop aimé son avis lecture. Ça m'avait donné trop envie et je suis trop contente du coup de le découvrir et de l'avoir découvert et de continuer cette saga. On passe maintenant à un autre de Saxus qui est le tome 2 de Serpent et Dove, donc Blood and Honey de Shelby Maury, que j'ai aussi lu en lecture commune cette fois avec mon amie Léana, avec qui je fais très régulièrement des lectures communes et que j'adore. D'ailleurs si tu passes par là Léana, je te fais des gros bisous. Je vais pas pouvoir vous en dire grand chose puisqu'il s'agit d'un tome 2. Si vous connaissez l'univers de Serpent et Dove, ça va pas vous être inconnu. Serpent et Dove, c'est une romantaisie entre une sorcière et un chasseur de sorcières dans le tome 1, et ça va être du coup un ennemi sous lover parce que ils sont ennemis et ils vont se retrouver mariés dans une situation cocasse, avec en plus leur identité qui est un peu cachée, enfin notamment pour Lou qui va pas admettre que c'est une sorcière parce qu'elle a pas envie de mourir en fait hein, tout simplement. Et du coup là on a le tome 2. Alors j'avais beaucoup d'appréhension pour ce tome 2 parce que d'après les avis généraux que j'avais vus, c'était un tome qui était beaucoup plus lent et beaucoup moins bon que le premier tome. Moi je vous admets que certes il est plus long, mais je l'ai trouvé aussi bon que le premier tome. Alors il faut savoir que moi le premier tome n'avait pas été un coup de cœur, j'avais passé un très bon moment de lecture, ça c'est certain, mais ça n'avait pas été un coup de cœur comme beaucoup en fait de personnes. J'avais trouvé que c'était plutôt bien fait, mais je m'étais pas attachée au personnage, et c'est vrai que je lui avais mis plus 3 étoiles sur 5, et d'ailleurs je lui ai mis à celui-là 3 étoiles sur 5, donc on continue exactement sur la lancée. Je trouve que c'est plutôt un univers sympa, mais je trouve qu'il est très limité en fait dans son ensemble, même par rapport à la magie c'est très limité. Ça peut être considéré comme réaliste mais limité parce qu'en fait quand vous utilisez la magie vous devez sacrifier quelque chose en échange. En fait la magie est un marchandage dans cet univers, donc ça limite quand même beaucoup de choses. Je trouvais que dans le premier tome c'était un petit peu plus inconscient au niveau de l'histoire, c'était beaucoup plus léger, et là c'est vrai que dans le deuxième tome il y a quand même une certaine pesanteur tout le long du deuxième tome, et puis les personnages vadrouillent quand même pas mal, se séparent aussi pas mal. Voilà, après j'ai mis peut-être 50 pages pour me retrouver en mode alors lui c'était qui, ah oui lui c'était qui, lui, enfin j'ai un peu de mal, mais après une fois que j'étais lancée c'est allé tout seul. Voilà, le troisième tome va sortir au mois d'avril là, donc je le lirai très certainement, alors peut-être pas au mois d'avril mais je le lirai pour terminer la saga. Voilà, une bonne saga, pas excellente, pas mauvaise, mais qui se lit bien. Voilà. Je continue sur ma lancée des 2 Saxus, oui j'en ai lu pas mal ce mois-ci, avec Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco, que j'ai lu en lecture commune sur le groupe des Chaudrons Bouquineurs. C'est le groupe Discord de donc Aurélie Libremensienne et de Émilie, donc la bibliothèque d'Emilia, qui sont 2 copines à moi, et donc du coup je participe aux lectures communes qu'elles organisent parce que j'aime beaucoup ces filles là. Et du coup pour le mois dernier c'était du coup le premier tome du Royaume des damnés. J'en attendais pas forcément grand chose, enfin j'attendais quand même une certaine qualité étant donné tous les retours que j'avais eu par rapport à ce livre là, et j'ai été assez déçue, je dois l'admettre, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il y a eu un problème d'ailleurs dès le début de la lecture commune, j'étais pas la seule à mettre le doigt dessus, à savoir qu'il y a un problème de temporalité, on ne sait pas à quelle période ça se passe. Au début moi je pensais que c'était à notre époque à nous, donc ça se passe en Sicile. Et je pensais que c'était à notre époque à nous, et finalement au fur et à mesure des chapitres on s'est rendu compte que c'était plus peut-être vers le 18e siècle, mais encore on n'est pas sûr, c'est une estimation qu'on avait faite sur le groupe, mais bon là le problème de temporalité pour moi est quand même un peu dérangeant. Tu te plonges dans un livre où il y a de la magie et tu sais pas quand c'est un peu limite je trouve. Mais il n'y a pas que ça qui est limite au niveau de l'histoire. Nous allons suivre du coup Emilia, qui est donc une jeune Sicilienne qui travaille et vit avec ses parents et sa grand-mère. Ils tiennent en fait un restaurant italien, un traiteur italien, et il y a beaucoup du coup de passages de nourriture qui m'ont donné, je dois l'admettre, la bave à la bouche, parce que je suis sicilienne aussi, mes parents sont siciliens et cuisinent énormément italien, et c'est vrai que c'est des plats que je connais pour la majorité et qui sont très très bons, il faut l'admettre.
En tout cas, voilà, pour ce qui est de la nourriture, je pense que vous avez de quoi faire. Donc si vous avez envie de grignoter en lisant ce livre, vous serez servi. Mais Emilia du coup est une jeune femme qu'on peut considérer de réservée, de pudique, voilà, elle a son petit caractère un peu renfermé, les livres sont ses meilleurs amis, etc. etc. Et on a sa sœur jumelle qui est tout son inverse, qui s'appelle Vittoria, et elle est complètement l'opposé de sa sœur jumelle. Elle est tout le temps dans la décadence, dans le rire, dans la joie, dans l'extrême si vous voulez. Et elles sont des sorcières, en fait elles vivent dans une famille de sorciers, elles ont certains pouvoirs, elles ont d'ailleurs des talismans qui les protègent, et il y a une certaine crainte dans le clan des sorcières à cette époque, c'est que en fait les démons reviennent, et surtout les princes des démons reviennent, et notamment le prince de l'enfer soit libéré, à savoir Orgueil, parce qu'en fait les 7 péchés capitaux sont en fait des princes de l'enfer, et Satan étant l'orgueil en fait, voilà. Au début du roman, Vittoria va être trouvée par sa sœur jumelle assassinée, morte vraiment, et Emilia n'aura du coup que une seule pensée en tête, c'est trouver le responsable et venger sa sœur. Elle va être persuadée que c'est un jeune homme qu'elle a trouvé en fait sur le corps de sa sœur quand elle a découvert que sa sœur était morte. Elle pense que c'est lui le tueur, et du coup grâce à ses pouvoirs de sorcière elle va le faire venir, sauf que il s'agit d'un des princes de l'enfer, à savoir Colère, et du coup elle va lier son destin à Colère, et enfin elle va pas tout de suite accepter de faire équipe avec lui, mais petit à petit ils vont plus ou moins faire équipe. Et j'ai trouvé que le roman était plein d'incohérences, parce que on nous dit au début du roman que pour faire venir les princes des enfers sur terre c'est hyper compliqué et c'est très rare, sauf qu'en fait dans le roman Emilia en croise 4 à Palerme en Sicile. Donc du coup on se dit quand même c'est un peu chelou. Elle les croise mais dans une ruelle hein, comme ça, il y en a un il a une taverne, il y en a un il va faire une fête sur une plage, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai trouvé aussi que ça partait dans tous les sens, parce que Emilia ne fait que courir tout le long du roman en fait, elle ne fait que courir, elle n'écoute personne, elle croit savoir tout, et du coup elle court partout, à droite, à gauche, elle fait plein de bêtises, elle met sa famille en danger, enfin c'était pas terrible au niveau de l'intrigue. Et d'ailleurs au niveau de l'intrigue, personnellement j'ai découvert qui était le tueur de sa sœur dès les premiers chapitres. Je l'ai même dit en fait, on avait fait des paris sur le groupe du Discord en disant vas-y moi je mets une pièce sur lui, j'étais sûre que c'était lui, et waouh, rebondissement, à la fin c'est vraiment lui, mais quelle surprise. C'est vraiment dommage quand on trouve le tueur dès le début du roman, enfin bon bref, après c'est pas là la question. De manière générale ce livre est une déception, je lui ai mis 2 étoiles sur 5, c'est vraiment pas terrible, il y a plein de choses qui sont à revoir à mon sens. Je trouvais que l'univers était pas assez étoffé, ça partait dans tous les sens, on n'a pas vraiment d'explication, il y a beaucoup d'incohérences, on vous dit qu'on peut pas faire ça mais finalement quand ça arrange Emilia on fait ça, vous voyez. Il y a beaucoup de problèmes de temporalité aussi, notamment bon, comme je vous l'ai dit au début, on sait pas à quel siècle ça se passe, mais surtout en fait dans les actions de Emilia, on nous dit qu'en fait on est par exemple au début du chapitre, au début de la journée, et puis à la fin du chapitre, alors qu'il s'est écoulé, enfin elle a rien fait de particulier, on vous dit qu'on est à la fin de la journée. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, et on dirait que l'autrice s'est pas vraiment relue, qu'elle a écrit un peu au bon gré mal gré comme ça, en se lançant dedans, et je trouve que c'est pas assez travaillé à mon goût. Donc après, c'est mon avis, je suis très difficile maintenant avec les livres que je lis parce que j'en lis énormément, mais je conçois tout à fait qu'on ait pu apprécier l'histoire, parce que la romance par ailleurs est plutôt bien faite. J'ai trouvé d'ailleurs que c'était le seul point positif du livre, c'est que c'était plutôt bien fait. C'est une slow burn enemy to lover hein, bien sûr, et c'est plutôt bien fait parce que même à la fin du premier tome finalement la romance n'est pas vraiment là en fait. Donc plutôt sympathique, mais pas terrible. Après je dirais quand même la suite, je dirais quand même le tome 2 parce que ça s'annonce être beaucoup plus intéressant dans un univers différent. Donc voilà pour mon avis sur ce livre, un peu déçu, mais voilà, au moins quand je dirai la suite, j'en attendrai pas des mille et des cents. On part maintenant à l'opposé sur un coup de cœur, puisque j'ai lu Le Pont des Tempêtes de Daniel F. Johnson avec le groupe des Doux-Pressifs Anonymes sur le Discord. Oui, j'ai fait beaucoup de lectures communes hein, ce mois-ci, j'avais besoin de compagnie je pense. Du coup, j'ai lu donc Le Pont des Tempêtes, j'en attendais énormément parce que c'est un gros coup de cœur, notamment celui de Nina Quill de l'année dernière, et j'avais grande hâte en fait qu'il sorte. Je fais beaucoup confiance à Nina Quill, surtout sur la romantasy, et du coup j'avais trop hâte de le lire et de dire oh mon dieu, est-ce que je vais autant aimer que Nina Quill que j'aime énormément, enfin bref.
bref. Donc du coup j'en attendais beaucoup et je n'ai absolument pas été déçue. C'était absolument génialissime. C'est une super lecture, une super romantaisie dans un univers hyper étoffé, hyper bien fait. Vraiment je vous le recommande parce que c'était vraiment génial. Nous allons suivre deux points de vue dans ce livre là. Le premier point de vue qu'on va suivre c'est celui de Lara, qui est une jeune femme, qui est une princesse et qui va être en fait élevée pour devenir une arme parce que elle et ses sœurs en fait ont été mises de côté. Elles ont été élevées recluses au fin fond du désert afin en fait d'être la prochaine reine d'une contrée qui est la contrée du pont en fait. C'est un grand pont en fait qui relie deux grandes contrées et le pont le plus envié de tout l'univers fantasy qu'on voit parce que c'est lui qui gère en fait tout ce qui est transactions commerciales, qui est hyper puissant en termes de guerre, de voies maritimes, etc. etc. Et du coup eh bien il y a eu une alliance entre le pays de Lara et ce pays là de pont, où en fait le prince et une des princesses va être en bisbise, en fait ils vont être mariés de force et elle va devenir en fait la prochaine reine. Mais les premiers chapitres commencent fort parce qu'en fait elles sont pleins. Elle a plein de sœurs, Lara, et pour devenir elle-même, parce qu'elle veut être cette personne qui ira en fait donner la gloire à son pays, etc., etc., faire l'espionne en fait, et bien elle va s'assurer d'être la seule sœur restante. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien. Mais bref, c'est hyper incroyable, vraiment pour le coup, le début commençait vachement bien. Et de l'autre côté, on a Arène, qui est donc le roi de cette contrée de pont en fait. C'est juste un grand pont avec plein d'îles sur les côtés, et lui son but c'est de protéger ce pont. Il faut savoir que c'est un pont qui n'a jamais été pris, où il y a beaucoup de mystères. Les gens ne savent pas à quoi ressemblent d'ailleurs les personnes qui vivent sur ce pont parce qu'ils portent toujours des masques et ils ne s'aventurent jamais plus loin que leur pont et que leurs îles en fait. Et du coup Lara ne sait pas trop à quoi s'attendre. Elle sait juste que pour donner ce pont à son pays et à son père, elle va devoir trahir les secrets qu'elle va apprendre là-bas. Et bref, c'est trop bien, trop bien. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de complots et tout, et ça n'arrête jamais en fait, vraiment ça n'arrête jamais. Il y a toujours des actions, il y a toujours des rebondissements, c'est hyper bien fait, hyper bien creusé, on s'ennuie pas du tout. Les personnages de Lara et d'Arène sont hyper bien creusés, il y a beaucoup de choses sur eux en fait, il n'y a pas que leur simple apparence, et on voit que tous les deux sont très réfractaires à ce mariage, mais ils le font par devoir pour leur pays, mais pour vraiment des raisons différentes. Autant Arène, c'est parce que lui il veut la paix, donc du coup vu que dans le traité de paix qu'ils avaient signé des années auparavant, il y avait cette condition de mariage, bon bah voilà, il l'a fait. Mais par contre Lara c'est vraiment pour apporter en fait le bonheur en fait à son royaume, parce que son père lui a dit que c'était le pont qui faisait que son royaume mourait de faim parce qu'il mettait des impôts et des taxes trop chères, etc., etc. Bref, voilà, donc Lara et Arène sont ennemis clairement, et d'ailleurs c'est très long pour qu'il y ait une relation de confiance entre eux, mais la romance est incroyable. C'est une slow burn aussi, une romantaisie enemies to lover. Bref, c'est trop bien. J'ai trop aimé ce premier tome et j'ai hâte d'avoir la suite en fin d'année, mais lisez Le Pont des Tempêtes, c'est trop bien. Et on termine cette update lecture avec le dernier livre, à savoir une fin de trilogie pour The Cursebreaker de Brigitte Kemmerer. J'ai lu le troisième tome, à savoir Un serment si noble et funeste. Clap de fin pour cette saga absolument extraordinaire. Vraiment, j'ai tellement aimé cette saga de son premier à son dernier tome. C'est une saga de fantasy young adulte, là pour le coup, pas du tout adulte, vraiment young adulte, où de base le premier tome est plus une réécriture du conte de La Belle et la Bête, mais de manière très différente. Après c'est la réécriture la plus proche que j'ai vue dans toutes les réécritures que j'ai lues, hein. Par exemple pour moi Cotard c'est pas vraiment ça, hein. C'est pas vraiment une réécriture de La Belle et la Bête, mais par contre c'est vraiment celle qui s'en rapproche le plus. Elle a pris bien évidemment des libertés, mais je trouvais que c'était celle qui s'en rapprochait le plus. Et en fait dans ce troisième tome, nous allons suivre tous nos héros, c'est-à-dire les personnages conçus dans le tome 1 et les personnages conçus dans le tome 2. Et du coup ce tome 3 clôture merveilleusement bien la saga. Je regrette d'ailleurs qu'il ne soit pas un tout petit peu plus long et qu'on n'ait pas plus de points de vue des personnages après la fin finalement, avec voilà, on bat le méchant, etc., etc. C'est la fin de l'histoire. J'aurais aimé avoir un petit peu plus parce qu'il y a quand même
beaucoup d'autres intrigues intéressantes comme la reconstruction du royaume, comme savoir aussi par rapport à la royauté, enfin bon bref, j'ai pas envie de spoiler, mais il y a beaucoup d'éléments qui restent en suspens et j'ai ce petit goût amer de me dire mince, alors j'aurais aimé vraiment en avoir plus, davantage, j'aurais vraiment aimé avoir encore plus de détails et pouvoir vraiment terminer le livre, le refermer en me disant ok, je sais ce qui leur arrive sur cette fin et ça me va, c'est ok. Et là en fait je trouve que ça clôture un petit peu trop vite à mon goût. Je peux pas trop vous en parler vu que c'est un 3e tome, mais voilà, dans le premier tome on va suivre Harper qui est une héroïne qui vient de notre monde et qui s'est fait kidnapper dans un monde de fantasy, et en fait elle va être eh bien sous le joug d'un prince qui en fait est maudit, mais ça elle ne le sait pas vraiment, et en fait son royaume, enfin notamment son château surtout, est coincé dans une saison automnale éternelle en fait, et il essaye donc lui de son côté, le prince Ren, donc c'est l'autre personnage principal du tome 1, il essaye en fait de mettre fin à cette malédiction en tombant amoureux et en faisant tomber amoureuse une jeune femme, sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a aussi l'enchanteresse qui a un rôle très important, et bien évidemment on a aussi Gray qui est donc le garde fidèle en fait du prince Ren, et c'est lui qui a kidnappé Harper, et vraiment j'ai trop aimé. Je vous invite à découvrir cette saga, à vous laisser plonger dans cette saga, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites et qui peuvent être comprises dedans. D'ailleurs il y a de la représentation parce que Harper est victime d'un handicap, donc voilà, bref, beaucoup de choses, et je vous invite à la découvrir. Il est temps maintenant de clôturer cette update lecture qui est, je pense, très long parce que j'avais beaucoup de choses à vous présenter. J'espère que vous avez passé un très bon moment à ma compagnie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.